Le POTS a-t-il joué un rôle dans l'accident de voiture de Mackenzie Shirilla qui a causé la mort de Dominique Rousseau et d'Avion Flanagan? Nous examinons les messages textes avec Shirilla pour voir si nous pouvons trouver des preuves de cette condition et ce que les tribunaux ont dit à propos de ce prétendu diagnostic. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. En enregistrant cet épisode, j'ai vu la date et me suis dit, la fête des pères approche déjà. Où est passé le temps? Eh bien, je vais vous dire, si vous cherchez le cadeau parfait pour tous les papas, découvrez le thermomètre à viande intelligent Chef Cuisance. C'est le secret pour cuisiner comme au restaurant, sans stress. Que vous soyez un maître du barbecue expérimenté ou que vous essayiez simplement de faire griller quelques steaks cet été, ce thermomètre intelligent change la donne car il n'y a plus de surcuisson. Fini les « je pense que c'est peut-être prêt ». Non, 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 non. Chef Cuit vous indique exactement à chaque étape quand votre viande est prête. Il suffit d'insérer la sonde sans fil, de sélectionner vos préférences, puis vous profitez, vous vous détendez et vous attendez que l'application vous alerte sans même avoir à surveiller le barbecue. Compatible avec four, fumoir, plaque de cuisson, friteuse à air et toutes les protéines. Côte de bœuf, aile de poulet, saumon. Pour la fête des pères, passez à la vitesse supérieure. Sans jeu de mots, et cuisinez en toute confiance. Utilisez le code SIDEBAR pour bénéficier de 40% de réduction sur tout le site chefic.com. Casserole. Syndrome de tachycardie orthostatique posturale. C'est une condition médicale qui a beaucoup été mentionnée dans l'affaire Mackenzie Shirilla, l'affaire qui a attiré l'attention nationale, l'affaire qui a explosé sur les réseaux sociaux, l'affaire dont tout le monde parle, l'affaire sur laquelle nous nous sommes beaucoup concentrés ici dans Sidebar. Je souhaite approfondir le syndrome de tachycardie orthostatique posturale que nous n'avons pas encore exploré. Et je veux l'explorer parce que c'est la défense qu'elle a avancée. Donc je veux l'explorer dans les messages textes entre Shirilla. Je veux explorer comment cela a été présenté lors du procès parce qu'au final, la meurtrière condamnée l'a affirmé. C'est cette condition qui a contribué à l'accident. Lorsqu'elle a conduit une voiture à 100 miles à l'heure contre un mur, tuant ses deux passagers, son petit ami Dominique Rousseau et son ami Davion Flanagan. C'était le 31 juillet 2022. Shirilla a été reconnu coupable par un juge lors d'un procès sans jury de 4 chefs de meurtre, 4 chefs d'agression criminelle, 2 chefs d'homicide aggravé par véhicule, un chef de possession de drogue et un chef de possession d'outils criminels. Avait une mission et elle l'a exécutée avec précision. La mission, c'était la mort. Mackenzie a décidé seule d'appuyer sur l'accélérateur à fond et d'exiger la vitesse maximale de ce véhicule, atteignant 90 à 100 miles à l'heure. Elle seule a décidé de ce qui allait arriver. Mackenzie a décidé que la mort était le but ultime ce jour-là. Et elle seule a pris cette décision pour Dominique et Davion. Et elle a continuellement demandé comment elle pouvait y parvenir. Oui, les preuves ont montré qu'elle a maintenu l'accélérateur enfoncé et qu'elle n'a jamais essayé de freiner. Cheryl, cependant, a toujours insisté depuis ce jour-là. Elle ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Elle ne se souvenait pas de l'accident. Elle ne se souvenait pas de ce qui l'avait précédé. Elle et sa famille pensent qu'il s'agit du syndrome de tachycardie orthostatique posturale, une condition pouvant causer des étourdissements et évanouissements qui auraient contribué à l'incident et pu entraîner une perte de connaissance. Lors du procès, et nous allons en parler davantage, il n'y a eu aucun diagnostic médical officiel présenté par son équipe. Aucun expert médical n'a témoigné. Aucune preuve de dysfonctionnement de la voiture ni de forte intoxication n'a été constatée. Les preuves présentées, notamment par l'accusation, montraient qu'elle avait agi intentionnellement. Après son procès en 2023 où elle a été reconnue coupable, elle a écopé de la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle dès 2037. Elle fait l'actualité avec le documentaire Netflix The Crash où elle affirme ne pas être un monstre, n'avoir eu aucune intention dans l'accident et aimer d'homme. L'une des choses qu'elle a dites dans le documentaire était, je cite, l'hypothèse la plus logique semble être une urgence médicale. Mais quand on lui a demandé « D'accord, alors comment gardez-vous le contrôle de la voiture si vous faites face à cette urgence médicale, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de freinage ?» Elle répond « Je ne sais pas, car je n'ai aucun souvenir de ce matin-là. Mais je sais que rien de tout cela n'était intentionnel, car ce n'est pas dans ma nature. Je veux approfondir un peu cela. Je veux explorer, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Je vais bientôt inviter le docteur Daniel Beaubré, psychiatre légiste, pour analyser cela. Il a déjà traité des patients atteints du syndrome de tachycardie orthostatique posturale, POTS. Alors, quand vous entendez ce que Sharila a affirmé, est-ce que ça correspond? D'accord. Mais d'abord, je veux faire quelque chose de différent. Je veux passer en revue les messages textes de Sharila à Sharila, là où c'est intéressant. Nous essayons de trouver des messages qui concernent POTS.
Je veux dire, pour être clair, nous avons parcouru tous ces messages. Nous n'avons rien trouvé de spécifique à propos du POTS en tant que tel, mais il y a des mentions de problèmes médicaux ici. Et est-ce qu'elle décrit le POTS? On va y revenir plus tard, mais écoutez les dates de ces échanges par rapport à l'accident du 31 juillet 2022. Et par exemple, la mère de Mackenzie, Nathalie, témoignerait. Nous allons aussi en parler davantage. Mais elle témoignerait que Mackenzie a été diagnostiquée avec le POTS en 2017. Et pourtant, encore une fois, d'après ce que nous avons pu voir, il ne semble pas y avoir de message décrivant cela spécifiquement, mais les symptômes que Mackenzie semble décrire correspondent à ce POTS. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que je veux dire. De Chirila le 2 juillet 2022, dont seulement quelques semaines avant l'accident. Citation. Celui que je viens d'avoir était probablement le pire évanouissement en termes de douleur que j'ai jamais eu. J'ai peur. Ça ne va faire qu'empirer. Maintenant, Dom écrit à Chirila le 2 juillet 2022, mais tu peux prendre des vitamines qui aideront la circulation sanguine. Aussi un autre message de Dom. Ce que je veux dire, c'est que tes vaisseaux sanguins ne fonctionnent pas correctement pour amener assez de sang à ton cerveau. C'est pour ça que tu t'évanouis. De Dom également. Les pertes de connaissances viennent surtout de la circulation sanguine. Essayons de te donner des vitamines pour y remédier. Shirila répondra plus tard. Donc tu es en train de dire que j'ai une carence en vitamines ou quelque chose comme ça, je ne sais même pas? Dom répond non. Voilà le truc. Ces conversations sur ces pertes de connaissances se produisaient en fait bien avant l'accident. Je parle de plusieurs années avant. Regardez ceci du 8 février 2020. Shirela écrit: J'ai eu une très grosse absence aujourd'hui. Père Dom écrit: Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Shirela a aidé Shirela IDK, c'est-à-dire je ne sais même pas. Je me suis carrément évanoui. Et il y a beaucoup de conversations à propos de tests. Ce qui est intéressant étant donné que sa mère affirmerait qu'elle a été diagnostiquée en 2017. Mais si tu vas en 2021, par exemple, le 25 juin 2021, Dom écrit: Quand as-tu commencé à te sentir comme ça? Était-ce parce que tu n'as pas mangé? Shirila répond: En gros, mon dos a juste commencé à me brûler, genre vraiment fort. Le 29 avril 2021, Shirila écrit: Tu sais combien de fois j'ai passé un test pour qu'on me dise que ce n'est rien? Le 9 février 2021. C'est difficile de faire quoi que ce soit quand on a constamment mal au ventre. Le 18 février 2021, Shirila écrit encore: J'ai passé tous les tests possibles, personne ne se soucie de ma douleur. Je ne pense même pas que quelqu'un y croit. Le 8 février 2021. Si tu me disais que tu avais mal, peu importe ce que c'était, je serais à tes côtés, prêt à rester avec toi et à faire tout ce dont tu as besoin. J'imagine que tu n'es pas capable d'en faire autant. Encore une fois, c'est Chirila qui écrit. Le 18 mars 2021, Shirla écrit: Désolé chérie, je t'ai laissé t'endormir. Je ne pouvais littéralement même pas marcher. J'avais tellement mal au dos. Le 18 février 2021, Shirila écrit: Tout le monde agit comme si je voulais juste rester recroquevillé avec une bouillotte toute la journée. Dom écrit: Est-ce qu'il y a de meilleurs médecins que tu pourrais consulter? Shirila répond: Aucun médecin ne pourra m'aider. Le 25 juin 2021, Shirila écrit: Puis ça s'est vraiment aggravé et littéralement rien ne faisait disparaître la douleur. Et puis tout à coup, j'ai juste vomi. Le 3 mars 2022, Shirila écrit: Ils essaient de me prescrire des médicaments contre l'anxiété. C'est quoi ce bordel? Le 3 mars 2022, le médecin me dit que l'herbe est mauvaise pour moi. Je vais maintenant évoquer ces messages et recueillir l'avis du docteur Bobert pour savoir s'ils décrivent les symptômes du syndrome de tachycardie orthostatique posturale POTS. Je veux aller brièvement devant le tribunal puis à la cour d'appel pour voir comment ils ont examiné le procès sur le POTS et si la condamnation de Mackenzie Shrill doit être annulée. Rappelez-vous, elle a fait appel. Donc ceci vient de la cour d'appel, et ils écrivent dans leur avis, je cite: Shirila soutient que la prépondérance des preuves établit que la relation entre Shirila et Russo était au beau fixe au moment de l'accident mortel. Berlinghaus et Raja les ont vus peu de temps avant l'accident et n'ont rien signalé d'inhabituel. D'autres proches de Shirila et Russo, comme Grolao Shipley et la mère de Shirila, ont aussi témoigné qu'ils semblaient amoureux. Shirila souligne que son syndrome POTS a peut-être provoqué un problème médical à l'origine de l'accident, ou qu'elle a pu avoir une autre urgence médicale comme une crise cardiaque ou une crise d'épilepsie. Shirila a avancé que l'accident aurait pu être causé par une conduite distraite ou simplement par de l'imprudence, contrairement au témoignage du détective Azo qui affirmait que Shirila conduisait souvent de manière distraite ou imprudente selon ses réseaux sociaux. Elle soutient qu'à la lumière de toutes ces autres explications possibles, le poids manifeste des preuves va à l'encontre des verdicts.
Esther Sang a témoigné qu'elle travaille comme chirurgienne traumatologue au centre médical Metro Health. Les parties reconnaissent la docteure Sang comme experte en médecine traumatologique. Shirila a été examinée le 31 juillet 2022 après l'accident. Selon les dossiers médicaux, Shirila a signalé des douleurs, je cite, partout. Un examen a déterminé que ses voies respiratoires étaient intactes. Sa respiration et sa circulation étaient normales et ses pupilles réagissaient normalement. Elle était alerte et orientée. La mère de Shirila a indiqué au personnel médical que Shirila souffrait de POTS, pouvant entraîner une hausse anormale du rythme cardiaque. Le personnel médical n'a noté aucun symptôme cardiovasculaire, neurologique, articulaire ou musculaire. Aucun symptôme lié à des troubles du sommeil, de l'anxiété, des pertes de mémoire, de la désorientation, de l'inattention ou de la dépression n'a été noté. Et un électrocardiogramme qui a été réalisé a révélé que la fonction électrique du cœur de Shirila était normale. Lors du contre-interrogatoire, vraisemblablement par la défense, le docteur Sang a admis qu'un taux d'oxygène dans le sang de 82 serait anormalement bas pour la plupart des gens. Le docteur Sang a également admis qu'un patient atteint du syndrome de tachycardie orthostatique posturale, POTS, pouvait ressentir des étourdissements ou des maux de tête. Le personnel médical a évalué Cheryl environ 2 heures après l'heure signalée de l'accident. Une personne ayant subi une crise d'épilepsie ou un accident ischémique transitoire, AIT, pourrait éventuellement s'être rétablie en 2 heures. Donc, en d'autres termes, cela signifie qu'il y a une raison pour laquelle, lors de son évaluation, il ne semblait pas qu'elle souffrait du POTS. Mais il y a peut-être une explication à cela. Le tribunal poursuit en disant, en ce qui concerne la santé physique de Cheryl, que Nathalie, encore une fois, c'est la mère de Cheryl qui a témoigné, a vu Cheryl souffrir de symptômes du stop au moins 2 fois. Nathalie a expliqué que cette condition peut causer une pression artérielle basse, un rythme cardiaque élevé et une perte de connaissance. Lors du contre-interrogatoire, Nathalie a témoigné que Sherila a reçu un diagnostic de POTS en 2017 à la Cleveland Clinic. Nathalie ne se souvenait pas du nom du médecin qui a posé le diagnostic. Nathalie a emmené Sherila chez le médecin après sa chute dans la cuisine. Les médecins ont diagnostiqué et donné à Sherila des comprimés de sel pour la traiter. Sherila prenait les comprimés ou mangeait salé selon les besoins. Depuis le diagnostic, il y a eu quelques occasions où Sherila sentait qu'elle manquait de sel ou qu'elle se sentait étourdie et elle s'asseyait pour manger des crackers ou un autre aliment salé. Nathalie a reconnu avoir aidé Sherila à demander un permis de conduire 2 fois après le diagnostic de POTS, sans mentionner la maladie à chaque fois. Nathalie a témoigné que Sherila avait eu un épisode de POTS 1 semaine ou 2 avant l'accident et a rapporté que c'était vraiment grave, que cela n'avait pas été aussi grave depuis longtemps et qu'elle avait eu peur que cela empire. Nathalie a admis qu'elle n'avait pas emmené Sherila chez un médecin ni limité les droits de conduite de Sherila. Le docteur Sang a témoigné qu'il est possible que Sharila ait pu subir une urgence médicale, comme une crise d'épilepsie ou un mini AVC, tout en paraissant normal lors de l'examen médical. D'autres preuves rendent cette explication potentielle peu raisonnable. Par exemple, Sharila a nié avoir des problèmes médicaux lors de sa demande de permis de conduire, aussi bien avant qu'après l'accident. De plus, quelqu'un a manuellement remis le levier de vitesse en marche avant-après qu'il ait été mis au point mort quelques secondes avant l'accident. Aucune preuve n'a été présentée indiquant qu'un problème médical aurait pu empêcher Shirila de retirer son pied de l'accélérateur ou d'appuyer sur les freins tout en manipulant intentionnellement le levier de vitesse. Un incident dû à une distraction au volant n'est pas non plus cohérent avec les preuves médico-légales, qui montrent que Shirila n'a jamais retiré son pied de l'accélérateur, même lorsque la voiture a heurté un trottoir, a décollé, a atterri et a continué en direction d'un mur de briques. Shirila a présenté sa défense devant le tribunal et le juge était autorisé à rejeter toute partie des preuves de l'État ou des témoignages de témoins qui étaient incohérents ou peu crédibles. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit d'un cas exceptionnel dans lequel les preuves vont clairement à l'encontre de les verdicts du tribunal. Comme je l'ai dit, j'invite le docteur Daniel Bobert, psychiatre médico-légal, à parler du sujet. Merci d'être avec nous. Pour commencer, qu'est-ce que le POTS et quels en sont les symptômes? Donc, le POTS est le syndrome de tachycardie orthostatique posturale et c'est essentiellement un syndrome où, lorsque vous vous levez, votre rythme cardiaque augmente, mais votre tension artérielle ne change pas. Et les symptômes du POTS peuvent être des étourdissements, des tremblements, de la fatigue. Et en réalité, perdre connaissance ou s'évanouir est plutôt rare. Donc, normalement, on ne voit pas cela. Donc, si je vous comprends bien, le fait de perdre connaissance, de s'évanouir et de ne pas se souvenir de ce qui s'est passé,
C'est rare chez quelqu'un atteint de POTS. Donc très souvent, le POTS va coexister avec quelque chose qu'on appelle la syncope vasovagale ou la syncope qui est une perte de connaissance transitoire, se produit et ils s'évanouissent. Ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que dans le vrai POTS, s'évanouir n'est pas quelque chose de courant. Et c'est encore moins courant chez quelqu'un qui est allongé ou assis, comme il le serait en conduisant une voiture. Normalement, on s'attend à voir les symptômes du POTS chez quelqu'un qui est debout. Merci d'avoir mentionné ça, c'est justement ce que j'essayais de comprendre depuis des semaines. Quand je faisais des recherches à sur le POTS, j'ai bien compris que ça concerne surtout le fait d'être debout, ou en mouvement, ou en train de marcher, mais là, on parle de quelqu'un assis dans une voiture. Maintenant, jouons un peu l'avocat du diable, parce que je me posais toujours la question. Je me disais, comment ça peut avoir un effet? Si tu es assis là, tu ne l'es pas. Si quelqu'un est en pleine dispute, ou qu'il est en colère, et qu'il est assis en train de conduire, est-ce qu'il pourrait y avoir un épisode sévère de POTS avec une complication? Et si quelqu'un a des vertiges, ou se sent étourdi, ou même perd connaissance, en conduisant pendant une dispute, juste pour jouer l'avocat du diable? C'est possible, mais ce n'est pas probable. D'accord. Il faudrait que cela se produise exactement au bon moment ou à l'instant précis. D'accord. Vous n'auriez aucun mouvement volontaire ni la capacité de diriger une voiture. Vous ne pourriez pas accélérer ou ralentir. Vous ne pourriez pas, vous savez, tourner à un angle. Donc, si vous êtes vraiment évanoui et que vous avez perdu connaissance, vous ne seriez pas capable de réaliser ces activités motrices volontaires qu'elle aurait soi-disant faites. Laissez-moi vous demander, est-il possible que quelqu'un ait un épisode de POTS sans garder aucun souvenir de ce qui s'est passé? Si quelqu'un a eu un épisode syncopal et qu'il a perdu connaissance, il est possible de perdre la mémoire pendant une perte de connaissance. Au fait, comment traitez-vous les personnes atteintes du syndrome de tachycardie orthostatique posturale? Donc, il existe différents médicaments que vous pouvez utiliser. Par exemple, l'un d'eux s'appelle midodrine, qui est utilisé pour essayer de traiter les symptômes. La physiopathologie du syndrome de tachycardie orthostatique posturale est complexe, impliquant les systèmes immunitaires, cardiaques et nerveux. Son traitement est très difficile. Et en tant que psychiatre, ce que je peux vous dire, c'est que le syndrome de tachycardie orthostatique posturale est souvent comorbide avec d'autres troubles comme la dépression, l'anxiété ou le syndrome de somatisation. Et la somatisation, c'est essentiellement une expression physique d'une détresse psychologique. Les personnes atteintes du syndrome de tachycardie orthostatique posturale ont souvent des symptômes psychiatriques. Et il est intéressant de noter que les femmes sont touchées 5 fois plus que les hommes. Et c'est intéressant quand on pense à Mackenzie Shirila, n'est-ce pas? Il y a eu une discussion sur le fait de savoir si elle essayait de se suicider pendant cet épisode. Était-elle, vous savez, anxieuse? Était-elle déprimée? J'ai déjà évoqué ce que sa mère a dit. Elle a emmené Chirela chez le médecin et en 2017, la clinique de Cleveland a diagnostiqué un syndrome de tachycardie orthostatique posturale, POTS. Les médecins lui ont prescrit des comprimés de sel pour traiter la maladie et de manger des aliments salés si nécessaire. Est-ce que cela a du sens pour vous? Eh bien, cela augmenterait certainement votre volume sanguin et cela pourrait être l'une des choses qui vous protégerait contre l'apparition de ces symptômes du POTS. Mais je pense que malheureusement pour elle, elle n'était pas vraiment une personne très sympathique en raison de certains de ses comportements après le crime. Et je pense qu'en quelque sorte, elle est devenue emblématique de la génération plus âgée qui regarde la jeune génération qui, vous savez, a essentiellement vécu sa vie à travers les réseaux sociaux. Et je pense qu'ils ont interprété beaucoup de ses comportements comme un manque de remords. Donc je pense vraiment qu'il y a un fossé générationnel ici dans la façon dont les personnes plus âgées le perçoivent et la façon dont les personnes de la génération Z le voient. Il est certain que les preuves contre elle ne concernaient pas seulement l'accélérateur, le levier de vitesse, la position de la voiture et la façon dont elle a percuté le mur. Il y avait aussi des preuves concernant, oui, la façon dont elle s'est comportée après, vous savez, montrant ce manque de remords. C'est ce qu'a dit le procureur. Et il y avait aussi des preuves qu'elle avait surveillé cette route à l'avance, n'est-ce pas? Il s'agissait de l'idée de préméditation. Donc il y avait beaucoup d'éléments ici. Pour revenir au message, et j'en ai parlé plus tôt, où elle écrit qu'elle a des douleurs à l'estomac, et qu'elle écrit qu'elle a mal au dos, selon elle, de façon très très sévère. Est-ce que cela correspond à quelqu'un qui souffre du syndrome de tachycardie orthostatique posturale? C'est la somatisation dont nous avons parlé. Les personnes qui présentent des symptômes physiques qui sont souvent un indicateur de détresse psychologique, cela pourrait être de la somatisation.
Donc, si je comprends bien, il est possible qu'elle ait eu le syndrome de tachycardie orthostatique posturale avec d'autres affections. Mais il serait peu probable, très improbable, que cela ait été le facteur contributif de l'accident à ce moment-là. Je veux juste m'assurer que je comprends bien. Oui, oui. C'est exact. Maintenant, évidemment, l'appel n'est pas basé sur la culpabilité ou l'innocence. Il est basé sur des questions de procédure. Y a-t-il eu une assistance inefficace de l'avocat si le syndrome POTS était effectivement en jeu ici? Son avocat de la défense n'était-il pas tenu de consulter un expert médical, de fournir des dossiers ou de contacter son médecin traitant pour le syndrome POTS? Les parents soutiendraient sûrement qu'il fallait faire tout cela. Tu trouves surprenant qu'il n'ait pas consulté un expert médical? Oui, je trouve. Et je pense que ça me fait penser qu'à ce stade, c'est un peu comme lancer tout ce qu'on peut contre le mur et voir ce qui reste. Ça ne veut pas forcément dire que le POTS n'a pas joué un rôle ici, mais je trouve quand même curieux que ça n'ait jamais été présenté comme stratégie de défense dès le début. Et encore une fois, à moins que quelqu'un puisse m'écrire pour me dire «Tu as raté ça, Jessie», j'ai parcouru les messages et je n'ai pas vu de texto de Charila à Charila. Je veux dire, encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, faites-le moi savoir. Au fil des années, elle parle spécifiquement du POTS. Et si j'ai raison à ce sujet, est-ce que c'est étrange? Encore une fois, vous entendez ce type de témoignage sur son diagnostic. Mais vous savez, quand elle parle de sa douleur, elle n'en parle pas. Cela vous semble-t-il étrange? Ou peut-être ignorait-elle qu'elle en souffrait? C'est étrange pour moi. Et aussi, ce sont des choses que j'aimerais savoir. À quelle fréquence voyait-elle ce médecin qui traitait son POTS? Quelle était la fréquence de ses visites? Que disaient ces dossiers sur l'activité de ses symptômes, leur fréquence ou dans quelle mesure ils nuisaient à son fonctionnement au quotidien? Ce sont toutes des questions importantes, mais vous savez, n'oublions pas que cet accusé a 17 ans et c'est la Cour suprême dans l'affaire Roper contre Simmons qui a reconnu l'immaturité relative et la responsabilité réduite des personnes de ce groupe d'âge. Cela ne signifie pas qu'elle n'était pas responsable ni qu'elle ne doit pas être punie. Il existe, comme l'a dit la Cour suprême, des normes de décence en évolution constante. Et la reconnaissance du fait que les personnes de ce groupe d'âge agissent parfois sans réfléchir, parfois sans peser les conséquences futures de leurs actes. Et donc, je pense que nous devons aussi examiner cela à travers ce prisme, même si le comportement après le crime a dérangé les gens. Avant de vous laisser partir, avez-vous vu ce qu'elle a dit dans le documentaire ou comment elle s'est comportée au procès? Je sais que vous n'avez pas eu l'occasion de l'interviewer vous-même, mais certaines choses vous frappent concernant son comportement, sa façon d'agir. Qu'en retirez-vous? Tout dépend encore de la manière de raconter l'histoire. Si vous savez, si vous et moi regardions cela, nous pourrions trouver ce comportement insensible, sans remords, froid, qu'elle n'était pas affectée par ses actes. Mais pour cette génération qui vit vraiment sa vie sur les réseaux sociaux et y passe en moyenne 3 à 4 heures par jour, cela pourrait être simplement la routine habituelle. Donc cela dépend vraiment de la façon dont vous l'interprétez. Mais je pense vraiment qu'elle ne s'est pas rendue service en agissant de cette façon, compte tenu des implications de ce qu'elle a fait. Merci, docteur Daniel Baubert, pour votre venue et vos réflexions. Je vous suis reconnaissant. Merci, Jessie. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre sur X, sur Instagram ou dans mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine, tout le monde.